quelques petits mots pour vous rappeler le contexte qui nous réunit ici. Donc, nous sommes ce collectif féministe pour le Forum Génération Égalité. Bon, à peu près tout le monde sait de quoi il s'agit, mais peut-être pas Madame Chavanon. C'est un collectif qui est né en septembre 2020 dans le cadre de ce Forum Génération Égalité à 25 ans de distance de la conférence de Pékin. Et donc, nous sommes réunis pour atteindre une égalité réelle entre les femmes et les hommes autour de principes et de valeurs communes qui sont reconnus par la communauté internationale via des traités qui sont des traités universels, à la fois universels et non négociables. Parmi ceux-là, la Convention de Pékin. Nous voulons en particulier agir face au recul des droits des femmes et des valeurs d'égalité femmes-hommes face à la montée d'un certain nombre de gouvernements antidémocratiques un peu partout dans le monde et aussi en Europe, et la montée d'intégrisme religieux en particulier. Et ces inégalités, on le sait, toutes ici, elles reculent encore plus vite en cette période de crise sanitaire. Donc, nos valeurs, c'est entre autres de revendiquer le droit à l'interruption volontaire de grossesse et l'inaliénabilité du corps humain, du corps des femmes en particulier. Nous sommes contre l'exploitation et la marchandisation du corps des femmes. Nous sommes abolitionnistes de la prostitution et contre la maternité de substitution, ou encore appelée GPA. Voilà, alors dans notre collectif, nous sommes très heureuses parce que, en plus des 38 associations françaises du mouvement des femmes et féministes, il y a des plateformes nationales, il y en a 6, donc la Clé, la Fédération nationale Solidarité Femmes, la CNFF, et puis la plateforme espagnole, la plateforme portugaise et la Ligue hellénique, qui sont 3 coordinations nationales qui sont dans le lobby européen des femmes. Et puis, nous avons également 7 OING, dont l'Association des femmes de l'Europe méridionale, l'Alliance internationale des femmes, la Coalition contre l'abolition de la maternité de substitution, le groupement des femmes diplômées européens des femmes diplômées de l'université, le réseau européen des femmes migrantes. Voilà, donc ce collectif vous remercie chaleureusement, Anne-Marie Chavanon, de nous consacrer votre samedi après-midi, parce qu'on sait que votre emploi du temps est très lourd. Et donc, voilà, c'est le seul moyen, c'était le seul moyen pour vous de nous consacrer un petit peu de temps. Donc, on vous remercie doublement de nous consacrer de temps et de prendre sur votre temps de loisirs du week-end. Alors, vous êtes coordinatrice du groupe de travail, qui est un groupe de travail transversal sur la cohésion sociale et territoriale dans le cadre de la conférence des OING, qui est donc le 4e pilier du Conseil de l'Europe. Donc, vous présidez en particulier la commission démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux. Et puis, nous vous rencontrons grâce à Catherine Dimitrioulas, qui vous connaît puisqu'elle est déléguée au Conseil de l'Europe, et puis elle a de hautes responsabilités en ce qui concerne les droits des femmes, puisqu'elle est vice-présidente pour l'Europe de l'Alliance internationale des femmes et présidente de l'Association des femmes de l'Europe méridionale. Alors, on est aujourd'hui réunis pour parler de cette recommandation qui a été adoptée par donc la conférence des OING le 16 décembre 2020. Donc, cette recommandation, elle a été adoptée à l'unanimité et dans le cadre de cette pandémie épouvantable de la Covid-19, elle constitue un appel à une gestion éthique et respectueuse des droits humains. Donc, en quoi cet appel est-il particulièrement pertinent concernant les femmes dont on sait qu'elles sont à la fois très impactées par la crise sanitaire et aussi
au-devant de cette crise puisqu'elle l'affronte. Donc je vais laisser la parole, donc je vais vous laisser la parole à toutes les deux et en premier à Catherine Dimitrioulas. Voilà, chère Catherine. Oui, je voudrais à mon tour remercier la classe vice-présidente que tu es, Marie-Paul, pour assurer la tenue de cet événement et l'ensemble des délégués ici de grandes organisations euh, non gouvernementales internationales. Il y a parmi nous des délégués du Conseil européen, du Centre international des femmes, le CECIF. Il y a le Centre européen des femmes diplômées d'université, l'AFDU, des délégués elles-mêmes qui connaissent très bien Anne-Marie Chavanon, puisqu'elle siège au Conseil de l'Europe à ce titre, où ces grandes organisations ont un statut participatif. Pour ma part, je préside l'Association des femmes de l'Europe méridionale, fédération féministe européenne qui a également un statut participatif auprès du Conseil de l'Europe et qui est également la voix de l'Alliance internationale des femmes, dont j'ai l'honneur d'assurer la vice-présidente pour l'Europe. J'ai pris l'initiative de cette audition, qui est un exercice spécial, une audition débat. Et permettez-moi tout d'abord d'accueillir très chaleureusement notre invitée d'honneur, Anne-Marie Chavanon. Je ne peux avoir qu'un mot très affectueux à ton égard, Anne-Marie. Nous avons eu 15 années maintenant de combat commun au sein de la conférence des ONG du Conseil de l'Europe, où nous avons siégé dans les organes directeurs assurant la gouvernance de cette assemblée de la société civile, qui est sans doute l'expression la plus aboutie de démocratie participative sur le plan international, puisqu'elle garantit aux ONG, en tout cas à l'échelle pan-européenne et auprès du Conseil de l'Europe, un statut participatif, un statut reconnaissant leur utilité publique internationale et un dialogue permanent avec les autres piliers du Conseil de l'Europe, les ministres et les parlementaires. Et elle leur donne, le Conseil de l'Europe est l'unique organisation internationale qui accorde également aux ONG un droit de réclamation collective pour violation de la Charte sociale européenne. Et en ce faisant, elle reconnaît également leur rôle primordial, non seulement dans l'élaboration, mais aussi dans l'application des droits humains, des droits sociaux en particulier, dans les États membres. Donc, dans ce contexte, j'ai toujours admiré l'esprit avant-gardiste de ta réflexion. Je rappelle qu'on te doit, dès la fin des années 2000, la première réflexion de nos ONG sur la biodiversité et le climat, à l'occasion d'un événement majeur que tu avais organisé en 2007, si mon souvenir est bon, avec les autres piliers du Conseil de l'Europe. Donc la société civile, par ta voix, était pionnière en portant ce sujet. Et depuis tes combats, ont été également à la pointe des mobilisations avec des textes très importants que tu as proposés à la conférence au titre de ces recommandations collectives adoptées en session plénière, mais aussi pour assurer la bonne gouvernance de cette assemblée qui est aussi mise à rude épreuve, car même au sein du Conseil de l'Europe, hélas, il y a des forces qui ne sont pas favorables à une expression démocratique de la société civile. Nous vivons des temps très difficiles pour la société civile et son expression collective.
Et donc, nos ONG se battent aussi à toutes les échelles pour la préservation de ce droit de participation des citoyens et de leur expression collective. Euh, le texte que tu as présenté lors de la session plénière du 16 décembre est d'une importance majeure à mes yeux et c'est pour cela que j'ai absolument tenu à ce que tu puisses le présenter à nos ONG et associations féministes ici présentes, car c'est un texte qui pose la responsabilité, le problème de la responsabilité des États dans le cadre de la pandémie terrible actuelle, responsabilité dans la gestion de la gouvernance des systèmes de santé, qui a des conséquences terribles sur les vies mêmes humaines. Des millions de vies sont aujourd'hui perdues. À l'heure où nous parlons, toutes les 3 minutes, il y a un décès à cause du Covid. Un texte donc qui aussi dénonce euh, un inquiétant recul des droits humains fondamentaux, souvent constaté euh, dans la prise en charge thérapeutique des personnes, et une aggravation dramatique de dysfonctionnement déjà présent dans la plupart des domaines de la gouvernance sanitaire, qu'il attribue aussi aux objectifs d'économie, aux coupes économiques que l'on a connues durant la crise économique de la dernière décennie. Donc, c'est un texte euh, qui par ailleurs, des solutions qui rappellent des normes fondamentales des traités européens du Conseil de l'Europe, à commencer par la déclaration, par la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale européenne, et qui prend appui sur ces textes qui constituent notre bouée de sauvetage, j'allais dire, aujourd'hui, pour proposer, pour présenter des propositions circonstanciées et aussi pour lancer une initiative diplomatique avec l'appel pour une grande conférence de tous les piliers du Conseil de l'Europe consacrée à la gestion de la crise. Et donc, tu es la personne la mieux placée pour nous présenter aujourd'hui à la fois les normes majeures du Conseil de l'Europe que toutes nos associations doivent connaître pour s'en emparer et les faire vivre sur le terrain, mais aussi l'état, j'allais dire, le dessous des cartes. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans les enceintes du Conseil de l'Europe, dans cette arène diplomatique, et comment nos associations de la société civile peuvent agir à ce niveau pour promouvoir la garantie des droits fondamentaux et promouvoir que la voix de la société civile soit entendue. Donc, c'est les deux questions que je voulais te poser. Euh, Aujourd'hui, la vision qui nous unit est commune. Anne-Marie, permettez-moi, chers amis, de souligner que de notre point de vue, dans une perspective féministe qui est la nôtre, aujourd'hui, la prise de conscience est grande et les combats culminent à l'échelle internationale avec des campagnes qui mettent en exergue à quel point le Covid définit notre temps, nos existences de femmes et qui remodèle fondamentalement notre monde. Il constitue un défi non seulement pour les systèmes de la gouvernance de nos États, de la gouvernance mondiale de la santé, mais pour l'avenir même du monde sous tous les plans, social, économique, politique, tels que nous femmes nous l'avons connu. Il représente un défi global pour les États, pour les organisations et les institutions mondiales, européennes, qui sont jugées d'ores et déjà à la lumière de leur capacité à répondre de manière globale à ce défi global. On sait aujourd'hui
que le Covid met à nu une série d'inégalités flagrantes de par le monde, inégalités entre États, riches et pauvres, inégalités entre classes sociales, mais surtout, il met à nu ce qui constitue le plus grand scandale, sans doute, en matière de violation des droits humains, les inégalités et les violences faites aux femmes. Un déferlement de violences que l'on a connu depuis le début de la pandémie et qui culmine actuellement, et des inégalités qui sont dénoncées même par le secrétaire général des Nations Unies et par toutes les institutions onusiennes et celles du Conseil de l'Europe de concert. Ces institutions appellent les États à mettre au cœur de leur réponse urgente à la crise et à la pandémie, ainsi qu'à la gestion ultérieure de la crise, l'égalité entre hommes et femmes, et cela pour une raison qui éclate aujourd'hui au grand jour. Il ne s'agit pas seulement d'une question de vie individuelle, il ne s'agit pas seulement d'une question de société, mais il s'agit même de la survie de notre sécurité sanitaire mondiale. Il apparaît que aujourd'hui le système mondial de la santé repose sur des bases extrêmement fragiles, précisément à cause de ces inégalités flagrantes. Il apparaît que les femmes représentent le 70% des soignants du monde, du monde médical dans nos hôpitaux publics, mais aussi du monde que l'on ne voit pas, un monde caché de protection sociale et des soins des personnes, où elles occupent souvent des fonctions non rémunérées. Et par ailleurs, c'est les femmes qui sont aujourd'hui amenées à retourner au foyer pour assurer les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux malades, dans ce contexte de pandémie terrible, au détriment souvent de leur santé, de leur vie même et de toute perspective économique, puisqu'elles se voient souvent exclues de la vie économique des entreprises, précisément pour assurer ces soins, et que leurs perspectives d'avenir sont extrêmement réduites. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment assurer cette sécurité sanitaire mondiale, la survie finalement de l'humanité, quand les bases de ce système sont aussi arbitraires, aussi injustes et si peu viables. Comment renverser ces systèmes de domination et de pouvoir qui cantonnent les femmes à un système de gouvernance économique basé sur leur exploitation, c'est sur leur misère qui ne peut plus perdurer. Ce système conduit à l'écroulement de nos systèmes de santé. On le voit très bien dans les pays où on est implanté. Aujourd'hui, hier en Italie, aujourd'hui le Portugal, bientôt la France. Et on sait aujourd'hui que la vie humaine d'une infirmière qui sacrifie sa famille, sa santé et sa sécurité ne coûte par exemple que pour l'État français que 1 500 euros, plus 1 500 de primes, plus 100 euros. Est-ce cela le prix d'une vie aujourd'hui dans une grande puissance économique mondiale? Donc c'est cela le paysage que l'on a devant nous. Nous avons cependant aussi la solution qui est connue de longue date. Le Conseil de l'Europe est celui qui a été pionnier dans l'établissement, la consécration de normes qui constituent une exception mondiale européenne, dans la consécration des droits humains et dans l'existence d'institutions judiciaires qui garantissent en effet l'application de ces droits et la possibilité pour les personnes, pour toute personne, d'en exiger l'application effective. C'est la Convention européenne des droits de l'homme et c'est la Charte sociale européenne, traités qui se complètent, qui sont imbriqués, qui consacrent une série de droits cruciaux aujourd'hui.
je me permets de rappeler qu'il s'agit avant tout du droit à la vie, consacré aussi bien par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi par la Convention européenne des droits de l'homme, c'est les articles 2 et 3, droits liés au traitement, à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, et que ce droit se décline dans la Charte sociale européenne par le droit à la protection de la santé, qui est consacré par son article 13, par les droits à la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui eux aussi sont consacrés par une série d'articles, euh, y compris spécifiant les conditions particulières de la maternité, ou alors les violences faites aux femmes, ou encore le harcèlement moral et sexuel. Toutes ces protections sont des obligations, créent des obligations positives par les États, et elles sont aujourd'hui au cœur de nos exigences, les exigences de nos associations féministes et plus généralement de la société civile, qui depuis qui ont au cœur de leur action depuis leur création, du moins pour l'Alliance internationale des femmes et la FEM, ces valeurs universelles fondamentales qui constituent le socle de notre civilisation européenne. Sur ce mot d'ordre qui est celui de la FEM, sauvegarder les droits sociaux pour sortir de la crise économique. Ou alors le motto de l'Alliance internationale des femmes qui est proclamé encore très récemment par son congrès mondial ayant eu lieu il y a 2 mois, un mot d'ordre qui est de dire placer l'humain avant le profit. Donc c'est cela notre problématique sous un prisme particulier qui est le nôtre et que je voulais porter à ton attention, Anne-Marie, car ton texte crée un précédent, une première sur laquelle on peut s'appuyer pour proposer des textes plus spécifiques, sur laquelle on peut s'appuyer pour proposer des mobilisations judiciaires, et que nous comptons donc sur ce dialogue pour poursuivre ensemble cette bataille. Donc je t'invite à nous présenter la réflexion qui a été la tienne, et surtout les dessous des cartes que tu connais mieux. Merci. Oui, merci. Vraiment, merci d'abord à Madame la Présidente et merci Sophie, Mesdames les Présidentes, si j'ai bien compris. Sophie a effectivement exercé des fonctions importantes à la conférence des OING puisqu'elle a été vice-présidente de la conférence pendant longtemps, et elle a d'ailleurs montré, elle vient de vous le montrer, qu'elle connaît parfaitement le dessous des cartes qu'elle me demande sur lesquelles elle me demande de dire quelques mots, mais elle les connaît très bien, elle l'a montré. Elle a également fait référence, elle a présenté en fait les considérants de la recommandation, puisqu'elle a présenté les textes charnières et les textes pivots, hein, ceux qui soutiennent, qui supportent cette recommandation. Alors, ce que je retiens je retiens énormément de choses, notamment, effectivement, et on en parlera tout à l'heure, les 70% de soignants, le fait que c'est vrai que les soins aux personnes sont effectués au détriment de la santé souvent, et naturellement beaucoup plus par les femmes que par les hommes, et le fait que si nous, notre recommandation a notamment trait en particulier dans l'atteinte des droits humains aux
manquements qui ont pu avoir lieu à l'égard des personnes âgées. Et parmi ces personnes âgées, on le sait, il y a beaucoup de femmes. Parfois, c'est un double handicap d'être à la fois âgée et d'être également femme. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est, nous sommes, je ne vais pas vous asséner les chiffres, vous les connaissez, et vous savez que alors, je sais d'abord, j'aurais d'abord dû vous dire, vous remercier hein, de cette invitation dans le cadre de vos travaux sur le forum Égalité 2021, sachant, et je viens d'en avoir la confirmation, que vos travaux ont des objectifs euh, très factuels et d'efficacité auprès des gouvernements. Donc, j'en suis vraiment très heureuse et je serai particulièrement heureuse, évidemment, si vous vous faites l'écho à la fois des travaux du Conseil de l'Europe et des travaux de nos ONG, et si vous pouvez porter cette recommandation dans les instances dans lesquelles vous êtes et auprès de l'ensemble de vos membres. Alors, vous donnez des chiffres sur, Sophie en a donné de frappants en disant qu'il y avait une personne Covid qui mourait toutes les 3 minutes. Le Lancet considère que pour l'instant, le genre, pour revenir au genre, que le genre n'était pas pris en compte dans le déroulement de la maladie, mais qu'effectivement, il faudrait en étudier les effets, aussi bien primaires que secondaires, pour arriver à être plus performant dans les soins que l'on pouvait ensuite avoir. Alors, les chiffres montrent, vous le savez, un nombre égal de femmes et d'hommes atteints par la maladie. En revanche, la mortalité est supérieure chez les hommes, à l'exception de l'Inde, du Népal, du Vietnam et de la Slovénie. Alors, il faudrait savoir pourquoi. Peut-être vous le savez-vous, et peut-être dans les travaux que vous menez, vous avez peut-être considéré ce point. On a partout, vous le savez, des chiffres qui sont les chiffres de l'hospitalisation publique, des maisons de retraite et de repos maintenant, même s'il a fallu attendre longtemps avant de les avoir. Au départ, c'était uniquement les établissements hospitaliers qui étaient pris en considération. Et nous n'avons pas, vous le savez, ou très imparfaitement, les chiffres des malades et des décès à domicile. Alors, ces chiffres, d'une manière générale, de toute façon, vous savez qu'ils sont sujets à caution parce que parfois, on n'a pas forcément les mêmes critères. On a aussi des variations parfois dans la manière justement dans ces critères. Et puis, il faut bien reconnaître que bien des pays n'ont pas les moyens de relever les statistiques et d'en faire une utilisation qui pourrait être utile à tous. Aujourd'hui, nous savons que ce matin, la Johns Hopkins nous disait 98 274 494 cas positifs connus, donc évidemment, c'est bien plus. 2 109 474 millions de décès, là aussi, connus, c'est évidemment bien plus. Et donc, on savait que le Royaume-Uni est très touché, avec plus de 93 000 morts. La France dépasse les 72 000, avec plus de 22 000 nouveaux cas quotidiens et un rythme d'hospitalisation qui s'accélère. Et nous savons qu'entre le 5 octobre et le 19 janvier dernier, 93% des cas étaient des 65 ans et plus. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de mettre la focale sur l'âge dans notre recommandation, mais pas seulement. Ça a été l'un des dysfonctionnements, mais l'un des dysfonctionnements les plus frappants qui touchait les personnes les plus fragiles, à la fois les personnes handicapées et les personnes âgées. Le couperet étant donc l'état civil et le niveau de handicap. Vous savez par exemple qu'en France, le niveau de handicap se calcule en GIR et selon que vous êtes tel ou tel GIR, vous n'êtes pas admis à l'hôpital. Vous
téléphoner et on ne vous prend pas. Si vous êtes en maison de retraite ou de repos, comme disent les Belges, euh, et que vous avez plus de 80 ans, alors là, évidemment, c'est extrêmement difficile. Il y a eu, lors de la première épidémie, euh, des, des- des refus d'hospitalisation de gens de 70, 75 et même parfois 60, 65 ans, selon la tension qui était exercée sur les structures hospitalières dans certains pays. Il faut savoir que dans certains pays aussi, ce qui est pris en compte, c'est l'espérance de vie. Donc, si votre espérance de vie est de 80 ans et si vous avez 80 ans et 3 mois, ben, on va peut-être réfléchir 2 fois avant de vous recevoir. Alors, comme l'a dit, ainsi que l'a dit tout à l'heure Sophie, ça a montré, elle a rappelé que euh, cette crise a mis en lumière des failles préexistantes. Elle a montré l'absence dramatique de stratégie de santé publique, et on le voit hélas aujourd'hui. On voit que nous sommes totalement dépourvus, hein, face aux situations de crise, et donc l'inadaptation des systèmes de santé. Dans beaucoup d'États, c'est dû peut-être dans le nôtre, dans ceux qui sont français là autour à l'écran, c'est dû à une direction en partie, alors certains ne seraient pas d'accord évidemment, mais en partie à une direction centralisée, très centralisée, qui fait que c'est du top-down, qui nivelle un petit peu les consignes. Il y avait parfois m'ont dit certains des médecins qui ont été, ou des responsables locaux qui ont été, que nous avons auditionnés, et nous ont dit qu'ils recevaient aussi parfois des recommandations contradictoires, on leur demandait ils avaient des ordres contradictoires. On sait que les recommandations, généralement, elles sont guidées par des contingences financières, et que le gros problème qui se pose, on se dit, mais très bien, nous avons été pris une fois, on ne va pas être pris une deuxième ni une troisième, et si nous sommes de nouveau dans les mêmes circonstances, et de nouveau on nous dit, attention, nous arrivons à saturation, la gestion des lits et des compétences n'a pas atteint la plasticité qu'elle aurait dû atteindre, et qui serait indispensable, et notamment si vous écoutez comme moi les représentants des centres de recherche et des hôpitaux, ils vous disent que ça n'est pas la même chose si on traite de telle façon au début de la maladie ou à la fin de la maladie, si on hospitalise au début de la maladie ou à la fin de la maladie, et qu'en fonction de ça, on dégage ou non des lits dans les centres de réanimation. Donc, il y a aussi la gestion des urgences. La gestion des urgences et l'orientation, ou la mauvaise orientation. Là, on peut s'interroger effectivement sur le cas de Dieppe, là pour les Français qui ont dû entendre parler de Dieppe, où il y a 138 agents et 117 patients qui ont été contaminés, c'est tout de même beaucoup, et certains disant que les patients, qu'au début, la maladie a été déclarée, si on peut dire, en pneumologie et en cardiologie. Alors, est-ce qu'il y a eu au départ une erreur d'aiguillage? Est-ce que c'est le personnel qui a contaminé? Est-ce que, bref, il y a beaucoup de points d'interrogation, et outre naturellement le fait que peut-être ce virus est plus contaminant que les précédents. Mais tout ça est relativement préoccupant, parce que Dieppe n'est pas, on ne peut pas dire que c'est un cas isolé et qui ne se reproduira pas. Je pense que malheureusement, il se reproduira. Dans la commission qui a accepté avec laquelle travaillait plus particulièrement notre groupe de travail, est présidée par Thierry Mathieu, le docteur Thierry Mathieu, dont l'ONG, qui est l'AIRHH, qui est l'association internationale de prévention des infections hospitalières, c'est d'ailleurs dans les considérants de la recommandation, avait, il y a fort longtemps, fait en sorte que le comité des ministres du Conseil de l'Europe fasse une
recommandations sur la prévention des infections hospitalières. Et finalement, on se rend compte que le Covid est en train de devenir une maladie nosocomiale, ce que l'on ne pensait pas, que si en tout cas, ça a été le cas à Dieppe. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sinon pour revenir toujours sur le plan général avant de, de dérouler le texte avec vous, sur le fait que certains soient davantage touchés que d'autres, c'est que, par exemple, est-ce que la fragilité des patients explique à elle seule l'hécatombe que l'on constate parfois, ou est-ce que il s'agit, comme on le disait tout à l'heure, du fait que on ne soigne pas peut-être tout à fait de la même façon selon que l'on ait tel ou tel âge ou telle pathologie. Alors qu'on ne dit pas de telle ou telle façon, ou au contraire, que l'on fasse un traitement unique, le même à tout le monde, sans prendre en compte l'état physiologique, l'état de bonne santé, même s'il y a des handicaps des malades. Alors, on sait que tout à l'heure, Sophie nous a parlé des articles 1 et 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui évidemment interdisent qui ne tolèrent pas. Je crois que l'un de vos mots, des mots de Sophie, c'était l'un des mots fréquents du vocabulaire de Sophie au Conseil de l'Europe, qui disait non négociable. Et c'est un mot que j'aime beaucoup. Effectivement, elle a raison, c'est non négociable. Je crois que la présidente l'a repris également tout à l'heure. C'est tout à fait non négociable. Beaucoup de choses doivent être non négociables, et notamment celui de traiter tout le monde de la même manière. Alors, qu'est-ce que nous pouvons… Le Conseil d'Europe est intervenu à plusieurs reprises. Ils étaient heureux de pouvoir s'appuyer sur certaines de nos recommandations, notamment une déclaration que nous avions faite sur le traitement des personnes âgées, sur les considérations, sur la manière dont il fallait sur la prise en charge sanitaire et médico-sociale et sur le respect des droits des personnes âgées en Europe. C'était là aussi quelque chose qui n'allait pas dans le sens, à ce moment-là, de ce que voulait le Conseil de l'Europe, comme la biodiversité dont a parlé tout à l'heure Sophie. La biodiversité, il y a 10 ans, lorsque nous l'avons fait, n'était pas non plus l'une des priorités du Conseil de l'Europe. Et nous avons réussi à avoir malgré tout le soutien de l'Assemblée parlementaire et du Congrès. Car pour celles qui ne le savent pas, au Conseil de l'Europe, vous avez dans les divers piliers, vous avez les ministres des Affaires étrangères qui sont comme à l'ONU, qui sont l'organe exécutif. Vous avez les ambassadeurs qui sont les représentants et qui font le travail au quotidien. Et puis, vous avez des piliers, ça c'est effectivement quelque chose de tout à fait particulier au Conseil de l'Europe, notamment une assemblée parlementaire qui est constituée de membres désignés par les parlements nationaux. Ce qui veut dire que quand vous faites un texte au Conseil de l'Europe, vous pouvez très bien avoir un amplificateur grâce aux parlementaires qui sont en activité dans les parlements nationaux, qui peuvent poser des questions au gouvernement, qui peuvent déposer des propositions de loi. Et donc, ça n'est pas exactement, pas du tout même, le système de l'Union européenne. Au Conseil de l'Europe, vous avez des gens qui sont dans les parlements nationaux, qui peuvent démultiplier les thèmes, les thématiques et les causes qui sont défendues au Conseil de l'Europe. Et nous, les ONG, nous devons, me semble-t-il, enfin j'en suis certaine même, d'être alors on parle toujours de lanceurs d'alerte, mais c'est effectivement ce que nous voulons faire. Nous l'avions fait à l'époque pour la biodiversité, nous l'avons fait là pour les personnes âgées il y a 2 ans, et nous l'avons refait au début de l'année dernière. Nous avons porté ce texte qui, croyez-moi, c'était le début de la pandémie. La pandémie n'inquiétait pas plus que ça dans nos rangs, pas plus que ça. On trouvait qu'il y avait d'autres sujets beaucoup plus importants. Et il a fallu se battre, et c'est l'autonomie
grâce au ciel, que nous avions à ce moment-là, qui nous a permis de pousser notre thématique et notre sujet, qui est devenu maintenant, où on se rend compte qu'effectivement, ce n'était pas totalement absurde. Donc, on peut proposer des thématiques, on peut, quand on parle du dessous des cartes, c'est ça, le dessous des cartes, en fait, c'est faire en sorte de prendre un thème, trouver le parlementaire qui lui-même peut faire un rapport à l'Assemblée parlementaire et les parlementaires qui, dans leur pays, peuvent porter les thématiques que nous défendons. Les ambassadeurs, c'est l'actuelle présidente de la conférence des OING travaille beaucoup avec eux. Elle le fait de manière un peu différente, puisqu'elle le fait, elle, en faisant plutôt du monitoring. Il faudrait du monitoring sur la manière dont les ONG ont les moyens de vivre ou de survivre dans les États membres. C'est quelque chose d'utile. Ça n'était pas mon approche, mais il est excellent que nous ayons des approches complémentaires. Mon approche est celle des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, et je voudrais faire une parenthèse. Ce soir, il y aura un hommage à Edith Wenger. Qui était Edith Wenger. C'est à Edith que nous devions le thème de la biodiversité. Et Edith nous a quittés il y a 1 an. Ça a été une énorme perte pour le Conseil de l'Europe, pour nous, une immense amie évidemment, et une énorme perte pour le Conseil de l'Europe. Et ce soir, quand je vais vous quitter, je vais aller à une autre réunion comme celle-ci où nous allons rendre un hommage à Edith. Donc, ce sont des personnes. Il faut qu'il y ait des personnes comme Sophie dans le domaine, comme Renée, comme toutes celles qui savent se battre également, un nègre dans la cause des femmes également. Il faut nous battre, il faut aller de l'avant et il faut convaincre. Mais on peut convaincre. Et non seulement on peut convaincre, mais nous avons encore une fois sous la main à la fois les gouvernements, nous avons les parlements et nous avons les pouvoirs locaux. Puisque le Conseil de l'Europe, pour celles qui ne connaissent pas, ont donc les ministres des Affaires étrangères, qui sont encore une fois l'organe exécutif, les ambassadeurs qui ont des groupes de travail, comme nous avions des commissions, qui ont des groupes de travail, qui travaillent sur des sujets avec lesquels nous pouvons travailler. Il y a des ministériels spécialisés, et il faut espérer qu'il y aura de nouveau une ministérielle de la santé, avec lesquels là aussi nous pouvons travailler et auprès desquels nous pouvons intervenir. Il y a les parlementaires, qui sont des gens importants, et les pouvoirs locaux. Et là, pour le Covid, on le sait, l'intervention au niveau local est de première importance. Voilà pour ce qui est, si tu me le permets, Sophie, mon dessous des cartes. Et mon dessous des cartes, c'est cette synergie fantastique que nous pouvons avoir au Conseil de l'Europe. Alors, si vous m'autorisez maintenant, je vais reprendre le fil de la recommandation. Donc, la recommandation, au départ, vous avez vu, nous avons dit les 3 choses qu'a souligné Sophie, c'est-à-dire la gestion erratique, difficile de la pandémie, l'aggravation des dysfonctionnements et les reculs des droits humains. Nous avons rappelé les divers textes qui sont la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut rappeler aussi la politique cadre européenne de santé de l'OMS. Et là aussi, auprès de l'OMS, vous pouvez avoir un rôle certainement, et vous l'avez sans doute déjà eu, pour qu'il y ait que la cause des femmes soit là aussi prise en compte. D'autant que l'OMS, dans sa politique cadre européenne de la santé, souhaite un leadership collaboratif pour gérer les déterminants comportementaux, l'environnement, les soins de santé, en faveur d'approches équitables, durables et responsables du développement sanitaire. Ensuite, nous avions rappelé les diverses recommandations du Comité des ministres. Donc, il faut s'appuyer au Conseil de l'Europe sur ces textes préexistants. Ensuite, les recommandations que nous avions proposées, le plan, et puis naturellement, il y a eu des documents très importants que je vous invite vraiment à regarder.
Je pense, Sophie, que nous devons les envoyer et nous nous sommes engagés dans cette recommandation à les diffuser, qui sont une boîte à outils de la secrétaire générale, alors que naturellement, vous le devinez, a davantage trait aux droits de l'homme, droits humains, pardon, et le document d'information de la secrétaire générale qui, là aussi, est un très beau document, de même que les documents d'une direction qui nous a toujours beaucoup soutenus et dont nous avons reçu, lorsque nous avons adopté ce texte, la directrice, qui est Laurence Wolf et qui avec beaucoup de sensibilité, d'intelligence et de courage, pousse l'ensemble des textes. Parmi les personnes que nous avions interviewées, que nous avions auditionnées, il y avait des médecins, il y avait des responsables de collectivités territoriales et locales. Il y avait également des experts, et notamment il y a une experte à laquelle je voudrais rendre un hommage tout particulier, qui est Dominique Prédaly. Dominique Prédaly est par essence, enfin vraiment dans son comportement en tout cas, quelqu'un d'extraordinairement courageux et remarquable et qui tire toutes les sonnettes d'alarme et qui en ce moment est en train, je pense qu'elle ne fera pas de dire, de préparer quelque chose sur la manière dont les femmes en particulier sont maltraitées sur une maltraitance sexuelle, disons-le, des femmes dans les maisons de soins et de personnes âgées. C'est un phénomène, semble-t-il, totalement inconnu, mais qui est enfin, peu connu, auquel on ne croit pas, et qui est sidérant, et sur lequel elle travaille, et je vous invite à l'auditionner lorsqu'elle aura terminé son travail. Voilà. Très bien. Donc, si vous pour poursuivre le cours de ce texte, il y a on y cite à la fin et nous nous engageons à diffuser, et je vous remercie une fois encore de votre contribution, les textes du Conseil de l'Europe qui ont été produits à l'occasion de la crise actuelle et ceux de l'Assemblée parlementaire. Alors, Sophie, tout à l'heure, disait que nous avions fait des propositions. Oui, nous avons fait des propositions et les propositions que nous avons faites, nous les avons faites, ainsi que je vous le disais, avec l'appui de ces professionnels de santé et de ces responsables. La première chose que nous avons faite, nous avons invité le comité des ministres, puisque ce que nous appelons le comité des ministres, vous l'avez compris, ce sont ces ministres des Affaires étrangères qui sont représentés par les ambassadeurs dans l'instance permanente au Conseil d'Europe. Et nous avons demandé au comité des ministres d'intervenir auprès des États membres. Je vous rappelle qu'il y a 47 États membres au Conseil de l'Europe, que ça va de l'Islande à la Turquie, que vous avez la Russie, que vous avez tout un tas de pays très divers qui ont eu des fortunes plus ou moins, qui ont des crises plus ou moins prononcées, mais il est difficile de dire aujourd'hui qui sera épargné et qui est le bon élève et qui est le moins bon élève, mais la crise que nous vivons est vécue avec effectivement comment dire, avec peut-être des priorités différentes, et il sera intéressant de voir, c'est l'invitation que nous faisons à la secrétaire générale, qu'a évoqué tout à l'heure Sophie, pour voir exactement ce qu'il en est et ce que nous avons fait. Alors, nous faisons un appel, nous demandons au comité des ministres de mettre en place, d'inciter les gouvernements à suivre les normes du Conseil de l'Europe et à les respecter, à les mettre en œuvre, et à le faire par la mise en place d'une gouvernance des systèmes de santé qui soit plus transparente et plus humaine. La transparence, on l'a vu, elle fait cruellement défaut dans beaucoup de pays, et le mien, je crois, ne fait pas exception. On demande que ce soit basé sur l'éthique dans les décisions de santé, afin que soit respecté le droit à la vie. Cette éthique, on a parlé à plusieurs reprises,
c'est effectivement le fait que l'on décide comme ça à partir de critères qui sont tout à fait contestables, si oui ou non quelqu'un a le droit de vivre ou pas, tout simplement. Et donc, ça a touché plus particulièrement les personnes handicapées, les personnes âgées. Et donc, nous demandons qu'il y ait une approche personnalisée des patients, car si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être GIR, je ne sais quoi en France, et ça n'est pas du tout la même chose, même si les deux personnes ne peuvent pas marcher, selon que les autres comorbidités, maintenant tout le monde connaît le mot, sont pénalisantes ou non pour les suites de la récupération du malade. Autrement dit, une approche personnalisée des patients, et c'est quelque chose qui a été demandé en particulier par les médecins, qui souffrent que, notamment ceux qui travaillent dans des EHPAD, quand ils appellent et qu'on leur dit « Ah, 80 ans, non, écoutez, non ». Ou bien « GIR un tel, non, on ne prend pas ». Et donc, une approche personnalisée, et ça, dans toute situation sanitaire et médico-sociale, c'est-à-dire aussi bien à l'hôpital que dans les maisons de santé, que dans les maisons de soins que sont euh, les EHPAD, par exemple, et que ceci soit toujours, tout à l'heure, Sophie a parlé de la charte sociale, que ceci soit fait dans le respect de la charte sociale et dans le respect, elle n'en a pas parlé, du texte de la convention du texte qui a été que j'ai cité tout à l'heure et qui est de la convention d'Oviedo, l'article 3 de la convention d'Oviedo, qui est une convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. Et cette convention fait également obligation de prendre en considération toute personne et de lui assurer l'accès aux soins. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la prise de conscience de la nécessité, et ça, là, nous allons nous rejoindre, et ça a été à la suite d'un amendement déposé par une ONG féministe qui m'a demandé, qui voulait qu'on prenne en particulier, qu'on regarde la situation des femmes. Il se trouve que dans le Covid, ce sont plutôt les hommes qui sont les plus, sauf ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, dans quelques pays d'Asie, pour lesquels il faut regarder de plus près ce qui s'est passé. Est-ce que c'est véritablement une fragilité biologique ou est-ce que c'est le fait qu'elle n'ait pas eu accès aux soins et pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Donc il y a cette prise de conscience qui est nécessaire et qui est celle de tenir compte des différences biologiques. Alors dans le Covid, ce sont les hommes qui sont peut-être les moins favorisés, mais dans d'autres maladies, ce sont les femmes aussi bien. Et donc il faut qu'on le sache. Et il faut qu'en fonction de l'âge et du sexe, on sache comment traiter, que l'on ne traite pas tout le monde de la même manière. Et ça, il faut que la recherche scientifique, médicale, mais aussi l'ensemble du système de soins, s'intéresse à ce point. Et ça, encore une fois, c'est grâce à vous, grâce à l'intervention de l'une de vos ONG, des ONG qui doit être membre de votre groupe, que nous l'avons repris, que nous avons repris ce point. Mais il est essentiel. Il y a quelqu'un que connaissait aussi bien René Gérard, qui était le docteur Michel Mulman-Veil. Et Michel Mulman, lorsque je l'ai vu, qui elle aussi malheureusement nous a quittés, et Michel Mulman, lorsque je l'ai vu en février 2020, avant le confinement, m'avait dit « Il y a un point qui me tient à cœur, c'est la différence, je voudrais qu'on fasse de la recherche là-dessus ». Elle avait été médecin urgentiste et c'était un excellent, quelqu'un de tout à fait remarquable, et elle me disait « Il y a un point qui me tient à cœur, c'est la différence d'approche en médecine entre les hommes et les femmes. Comment se développent les maladies et quel traitement appliquer à qui, donner à qui. » Ensuite, on a beaucoup parlé des personnes âgées, mais les personnes âgées, elles sont souvent, comment dire, elles sont
la victime, d'une absence de formation. Et cette absence de formation, c'est la formation à la gériatrie, elle est dérisoire, y compris en France. Elle est vraiment dérisoire. Et lorsque souvent vous avez un médecin qui devient le patron d'un service de gériatrie, je, je ne sais pas si, naturellement, il ne serait pas d'accord avec moi, mais je crois savoir, quand on parle du dessous des cartes, que ça a forcément un premier choix et que c'est plutôt quelqu'un qui se vouait à être interniste et ça n'a pas marché comme il ou elle le souhaitait et qu'il se retrouve à la gériatrie sans avoir une passion absolue pour ce poste. Donc, cette formation à la gériatrie, elle est primordiale. Nous avons, dans nos précédents travaux, et là aussi fait appel à des gériatres, et notamment au docteur Gabani aussi, que je dois saluer, qui nous a été d'un précieux secours et à qui cette recommandation doit beaucoup, qui nous ont alertés sur bien des points, notamment sur celui dont je parlais tout à l'heure, qui était l'approche personnalisée des patients. Et donc, cette formation initiale et permanente à la gériatrie est essentielle. Alors vous me direz, et les femmes, mais les femmes étant parmi les personnes âgées, donc elles peuvent à la fois, si j'ose dire, être doublement intéressées puisqu'elles le sont au titre de l'âge et au titre en plus peut-être que la gériatrie aussi, c'est même certain, n'est pas la même pour les hommes et les femmes, et donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à voir de manière plus précise. Et donc, cette formation, c'est pour une prise en charge effective et humaine, ainsi que nous l'avons dit, qui soit compatible avec une gestion holistique des ressources disponibles. Nous avons repris ce mot parce que souvent, on met en avant que, ah ben oui, mais on est obligé de faire des tris parce qu'on n'a pas les moyens. Mais si on regarde différemment comment on peut utiliser ces moyens et comment on peut, en prenant en compte chaque malade et chaque potentiel avec sa pathologie, on doit pouvoir faire mieux que ce que nous faisons. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins avec lesquels nous avons été en contact. Ensuite, nous avons dans nos auditions eu quelqu'un qui est venu de Vénétie, qui nous a été amené par l'une des ONG aussi qui a été très précieuse dans notre travail, qui était Elisane. Et Elena Courtopassi nous a fait venir, si j'ose dire, a invité quelqu'un qui nous a présenté un cas exemplaire de ce qui pouvait être fait. C'était en Vénétie, alors je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, et ils n'avaient quasiment aucun cas de Covid, c'était stupéfiant, dans une EHPAD. En revanche, ils étaient très pointus sur l'utilisation de l'outil numérique et ils ont fait en sorte que les malades soient en contact permanent avec les familles. Ce qui peut-être, alors les soignants eux-mêmes, c'était comme dans certains endroits peut-être, je ne sais plus, confinés aussi, mais les personnes, grâce à l'outil numérique, ont été en contact permanent et vous savez à quel point c'est important pour tout le monde, mais en particulier pour les personnes âgées, fragilisées, disons, d'avoir un contact avec leurs proches. Ensuite, l'avant-dernier point, l'un des avant-derniers points, c'est la gestion collaborative et intégrée des crises sanitaires, parce que celle-ci n'est pas la dernière. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une vague? Est-ce qu'il s'agit d'épidémies différentes? Peu importe, le résultat est le même. Et nous sommes face à des crises sanitaires qui pour lesquelles il faut une gestion collaborative et intégrée. Et c'est là où les représentants que nous avons eus, notamment Rémi Berthier, que nous avons eus des pouvoirs territoriaux, nous ont dit, et locaux, nous ont dit qu'ils étaient en quelque sorte, ils étaient corsetés par des directives venues d'en haut et qui n'étaient pas toujours, en adéquation avec la situation sur le terrain. De la même manière, certains s'étaient débrouillés pour avoir des masques à l'époque où il n'y en avait pas, et tout ça leur a été enlevé et naturellement réquisitionné
au niveau supérieur. Donc, chacun voudrait avoir un peu plus d'autonomie et que son efficacité, que son travail soit, soit rendu plus productif et voilà. Ensuite, il y a et surtout, attendez, il y a un point extrêmement important, c'est que cette gestion collaborative, il faut qu'elle soit avec des professionnels sociosanitaires, des représentants des autorités nationales, bien sûr, les pouvoirs locaux et régionaux et les associations. Autrement dit, il ne faut pas, comme à l'heure actuelle, forcément, c'est dans le cas dans notre pays, c'est le cas dans beaucoup de pays, que l'autorité soit une autorité purement administrative qui n'a que des connaissances plus ou moins internes, si on peut dire, de la science de la médecine. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des professionnels de santé et que les décisions ne soient pas prises uniquement par des administratifs, aussi brillants soient-ils, parce qu'ils sont brillants, certainement, ils le sont. Nous le savons, nous les connaissons pour certains. Mais il faut qu'il y ait des médecins à leur côté et qu'ils leur disent, qu'ils puissent les mettre en garde et leur dire comment avancer efficacement. Il faut espérer qu'en ce moment, ça sera le cas, puisque nous le voyons, nous avons des situations différentes selon les régions, mais les choses continuent encore à être pilotées en France, c'est encore, me semble-t-il, du top-down. La clarification des compétences et des responsabilités, elle est importante dans la gestion et la décision, ça poursuit ce que je viens de dire, et effectivement, il faut qu'il n'y ait pas de chevauchement, il n'y ait pas de conflit constaté. C'est-à-dire que si vous avez le ministère qui vous donne une directive et puis si après le préfet vous dit « ah mais non, pas du tout, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est tout à fait autre chose », ou si l'ARS, en général, l'ARS obéit, c'est le ministère. Mais si vous avez des différences, c'est extrêmement difficile pour ceux qui sont sur le terrain véritablement de lutter, de mobiliser les ressources nécessaires pour la pandémie. Et il faut enfin, ça vous le devinez, une approche inspirée des bonnes pratiques qui soit notamment de la gestion d'épidémies, notamment qui s'oriente vers, et là aussi qui s'appuie sur des bonnes pratiques en matière de facilitation, en matière de partenariat, et qui permettent de moins céder, parce qu'il semble que c'est quelque chose qui est assez mal vécu par des gens qui sont soumis à une pression permanente, l'injonction. L'injonction, c'est pas toujours très mobilisateur, et donc il faut là aussi davantage de collaboration. Et donc si les bonnes pratiques sont présentées, et si vos ONG, notamment dans les domaines qui sont les leurs, peuvent contribuer à les faire connaître, ce sera un grand atout. C'est la raison pour laquelle, enfin, Sophie l'a évoqué tout à l'heure, nous avons estimé nécessaire qu'il y ait très rapidement, nous avons dit au deuxième semestre 2021 ou plus tard, il faut espérer que ce sera possible, une grande conférence de la santé, des droits humains, qui soit faite en association avec les partenaires que je vous ai énumérés tout à l'heure du quadrilogue, c'est-à-dire les ministres, les parlementaires, les pouvoirs locaux et les ONG, pour faire le bilan de la gestion de la pandémie sous l'angle de l'éthique et sous l'angle des bonnes politiques de santé. Il faut espérer que nous aurons d'ici là trouvé des bonnes politiques de santé, que nous ne serons pas, pour l'instant, ce que nous avons, c'est deux armes, la vaccination et le confinement. Il faut espérer que ces armes-là seront mieux mises en valeur, ou en tout cas mieux utilisées, ou qu'il faudra peut-être y avoir recours différemment, de manière plus... et donc, si cette conférence pouvait aider à la fois à garantir l'accès aux soins et l'éthique, et à améliorer la prise en charge des malades, nous en serions très heureux. Et pour la première fois, nous ne l'avions jamais fait, nous avons prié la secrétaire générale de prendre cette initiative.
Voilà, là, je vous ai présenté notre recommandation, ce qui nous a guidés et ce que nous espérons. Et votre soutien sera vraiment très précieux et j'espère que vous pourrez donc vous faire l'écho à la fois des textes du Conseil d'Europe et de cette recommandation. Voilà, et je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir écouté et, et de ce que vous ferez. Merci. Merci beaucoup, chère Anne-Marie. Si vous permettez, avant d'ouvrir le débat et de la consultation avec euh, nos éminentes déléguées, je voudrais juste tirer le fil de euh, certaines axes de ta présentation et compléter l'information qui est la nôtre en faisant référence aux mobilisations globales du mouvement des femmes que j'ai eu pour ma part l'occasion de connaître parce qu'on ne peut pas tout avoir connaissance de toutes les mobilisations, mais qui ont été en effet culminantes depuis le début de la pandémie. Et en premier lieu, tu as mentionné l'OMS. En effet, nous avons suivi de très près les travaux de l'Organisation mondiale de la santé et une des premières demandes, exigences de la société civile, des organisations notamment médicales, d'aide humanitaire ou du développement, mais aussi de la FEM qui a activement suivi ces campagnes, c'était évidemment l'accès universel aux vaccins et aux traitements, aux soins relatifs à la pandémie, qui est un corollaire, une émanation, une expression du droit d'accès à la santé et de protection de la santé. Donc ça, en effet, c'est un principe majeur de l'OMS qui aujourd'hui sonne l'alarme. Cette semaine même, le secrétaire général de l'OMS déplorait l'égoïsme national des gouvernements qui compromet précisément la santé mondiale, appelait à précisément surmonter ces jeux de pouvoir, d'argent, économique des industries biomédicales en synergie avec certains gouvernements qui privilégiaient leur propre population dans l'achat des vaccins et qui privaient ainsi la grande majorité des pays pauvres de la planète de l'accès. Or, aujourd'hui, on le sait, les vaccins, la distribution des vaccins existants, qui, qui représente un énorme progrès pour l'humanité et les connaissances scientifiques, ne sont distribués que dans certains pays riches et que dans les pays pauvres, il n'y aura qu'une personne sur 10 qui pourra espérer avoir accès à la vaccination. Ceci, d'ores et déjà, compromet la sortie de la pandémie. Ça, c'est un premier point. Accès universel au vaccin et au traitement. Le deuxième point que d'ailleurs on a défendu et qui a été porté par l'OMS, c'est le fameux COVAX. C'est cette initiative qui consiste à financer par les États la distribution, justement pour rendre effective cet accès universel. Et cette même initiative était défendue par notre lettre auprès de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a soutenu d'ailleurs l'initiative du COVAX. L'Union européenne se porte soutien à cela. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est qu'il y a une série de recommandations qui sont spécifiques sous un angle féministe et qui ont été portées à l'attention des institutions internationales européennes et parmi lesquelles, ça complète ta présentation, une
priorité, c'est précisément la gouvernance collaborative et participative. Or, dans la gouvernance mondiale des systèmes de santé, l'exclusion des femmes est une réalité flagrante, une réalité inadmissible. Et on sait très bien que les femmes sont absentes des organes de direction, alors même qu'elles occupent 70%, comme le dit l'OMS, des forces du travail dans le domaine de la santé. On sait très bien qu'elles sont absentes des conseils scientifiques qui aujourd'hui déterminent aussi ces politiques de santé à côté des gouvernements, et qu'en ce faisant, on prive les femmes d'une voix au chapitre d'une gestion de la pandémie qui les concerne au premier chef. Donc, une des exigences centrales, c'est d'inclure les femmes dans les structures décisionnelles et le discours public sur la sécurité sanitaire mondiale. Le deuxième point, comme je l'avais évoqué d'emblée, exprime aussi une revendication mondiale du mouvement des femmes, assurer aux travailleurs de la santé, dont la plupart sont des femmes, la rémunération équitable et les conditions de travail sûres et décentes. C'est aussi un droit garanti par la Charte sociale européenne. Les femmes sont le plus exposées au risque du Covid, d'infection, parce qu'elles sont 70% du personnel de santé mondial. Elles sont aujourd'hui dans une situation d'épuisement et de stress mental, dans les capacités de s'occuper efficacement de leurs patients, de leur famille et d'elles-mêmes. Elles ont besoin de conditions de travail décentes. Et cela comprend aussi des fournitures de protection personnelle adéquates, des masques, des blouses, des vaccins, chose qui n'est pas toujours comprise par les gouvernements. C'est cela la concrétisation du droit de protection des travailleurs. J'ajoute à cela, et je termine pour ne pas abuser de votre temps, qu'il y a l'impérieuse nécessité de reconnaître la valeur du travail non rémunéré des femmes, et en particulier dans le domaine de la santé et de l'aide sociale, en l'incluant dans le marché du travail formel et en redistribuant équitablement les soins familiaux qui sont non rémunérés. Aujourd'hui, on sait que 3 000 milliards de dollars de la part du produit brut mondial, dont près de la moitié n'est pas reconnue et n'est pas payée, est garantie par les femmes. Donc, on peut prendre la mesure du fait que la sécurité sanitaire mondiale repose aujourd'hui sur les épaules des femmes. Et à cela s'ajoute, comme tu l'as dit Anne-Marie, un besoin de récolte des données, puisqu'aujourd'hui on est dans un vide total de données concernant, en tout cas des données des gouvernements. Les 5 plus grands gouvernements dans la gestion du Covid n'ont absolument aucune donnée sexospécifique qui puisse avoir connaissance de l'impact sanitaire de l'épidémie épidémiologique sur les femmes et les hommes. On sait, par les recherches médicales, que, par exemple, aujourd'hui, le Covid long concerne prioritairement les femmes et surtout les femmes après la ménopause pour des raisons hormonales. Mais pour cela, il faut chercher soi-même dans des revues réservées au cercle des experts. Ce n'est qu'un exemple. Qui va prendre et comment peut-on efficacement prévoir la prévention et la sortie si on n'a même pas connaissance au niveau des politiques publiques de l'impact différentiel sur les femmes de cette pandémie. Il manque des données par ailleurs sur précisément dans les essais cliniques, il manque une participation, une inclusion égale des femmes. Il manque des recherches spécifiques sur les facteurs de risque, comme tu l'as relevé, pour traiter les problèmes biologiques. Il manque des recherches et des données sur
le travail justement non rémunéré, la pauvreté, l'éducation des filles, des domaines où les conséquences du Covid pour les femmes sont dramatiques et durables. Donc nous appelons précisément à ce que le rôle, les données soient convenablement recueillies et étudiées, de sorte à fonder des politiques publiques efficaces et aussi à reconnaître le rôle qui est celui des femmes dans la solution pour la sécurité mondiale, que ce soit au niveau des chefs d'État. On a relaté le rôle majeur des femmes chefs d'État qui ont efficacement géré la maladie, mais on n'a pas relaté le rôle des associations, alors que l'on sait qu'aujourd'hui, c'est la petite jeune étudiante bénévole qui va assurer l'assistance sociale à la personne âgée. C'est les femmes qui ont tenu même le secteur associatif et que la solidarité mondiale et locale est vitale pour traiter d'urgence cette situation. Or, les associations de femmes aujourd'hui se meurent, non seulement dans les pays pauvres, mais aussi en France même. Et on sait que en 2017, 18 et 19, seulement 1% seulement de l'aide des donateurs mondiaux à la société civile prétendue servir l'égalité entre femmes et hommes est allée directement aux ONG de femmes dans les pays pauvres. Seulement 1%. Donc, sur ce, je lance le débat de sorte à ce que nous puissions nous emparer de ce texte très important et le prolonger par des réflexions plus spéciales, des recommandations plus spécifiques à l'adresse du Conseil de l'Europe, mais aussi d'autres institutions dans le cadre du Forum Génération Égalité. Merci beaucoup. Oui, alors merci Catherine, merci beaucoup Anne-Marie pour ce panorama. Donc comme je vous le disais, vous pouvez proposer vos questions en prenant la parole. Je pense que c'est assez simple parce que peut-être vous pouvez lever la main, vous avez une possibilité comme ça de lever la main sur les réactions, je sais pas, ou bien ben nous ne sommes pas très nombreuses. Vous pouvez peut-être mettre votre nom dans le chat et puis voilà, vous posez vos questions à nos amis. Si je vois il y a René, peut-être, je ne sais pas. Oui, Marie-Claude. Alors, Marie-Claude, je crois. Hein, Marie-Claude. René, peut-être après. René Girard. Alors, Marie-Claude, vas-y. Je crois que je t'ai aperçu. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je suis très maladroite. Voilà. Oui, on t'entend, Marie-Claude. Merci. Bonjour. Je ne peux pas aller dans les chats. Merci, bonjour à toutes et bravo en tout cas à Catherine et à Anne-Marie pour tout ce que vous venez de dire qui est vraiment très intéressant et très riche aussi pour nous. Alors Marie-Claude, j'aurais dû me présenter, c'est Conseil national des femmes françaises. Voilà, j'aurais dû peut-être commencer par là. Moi, je voulais poser une question, demander une précision à Anne-Marie. Quand elle parle, quand vous avez parlé des pouvoirs locaux, vous vous arrêtez, je suppose, aux parlementaires nationaux, ou est-ce qu'on redescend? Oui, on redescend. Redescend, c'est le pouvoir local de terrain. Voilà, le pouvoir local, ce sont en général les régions, les départements et les communes. Donc, ok, très bien. Si on prend la France, par exemple, ce sont les départements qui sont en charge de ce qui est social, et les communes aussi, bien sûr, enfin, les départements. D'accord. Ok. Donc, cette précision est très importante parce que nous, associations et organisations, il me semble que justement, nous avons un rôle aussi pour porter la parole et ce que vous venez de nous expliquer auprès de nos pouvoirs locaux.
Donc ça me paraît essentiel. D'abord, de toucher nos organisations qui sont membres et qui sont souvent des organisations de terrain locales. Donc, il faut les sensibiliser à cela et également ne pas hésiter à aller voir eh bien, nos responsables communaux, départementaux. Voilà ce que je voulais dire. Et en tout cas, bravo. Et vraiment, ce que vous proposez, la grande conférence santé avec le bilan, à mon avis, il faut vraiment qu'on vous soutienne hein, et qu'on en fasse la publicité à notre niveau aussi. Voilà ce que je voulais vous dire et merci encore. Merci à vous. Merci, merci Marie-Claude. Alors, René Girard de l'AFDU, si c'est à vous. J'ai beaucoup travaillé avec Anne-Marie. Nous avons travaillé sur la biodiversité que nous avions réussi à ramener au Conseil de l'Europe. Je dois dire que les questions de femmes sont quelquefois difficiles à ramener aussi au Conseil de l'Europe, en dépit de cette commission parlementaire qui existe, qui était la commission égalité femmes-hommes et qui maintenant s'appelle égalité généralisée. Nous sommes. Alors, ce sur quoi je voulais insister, c'est exactement le point que vient de faire Marie-Claude. C'est que le local a une énorme importance et est trop négligé et que beaucoup plus de choses auraient pu être faites et que c'est peut-être un message que vous pouvez relayer aussi en tant que collectif au Forum Génération Égalité, c'est que beaucoup plus d'importance devrait être apportée aux réalisations locales, aux initiatives locales, et il y a beaucoup de talents qui sont perdus et négligés. La seconde chose, c'est que la coopération collaborative me paraît vraiment essentielle et que trop souvent les femmes manquent non seulement au niveau de la décision, mais même à des niveaux intermédiaires. Et que ça, c'est vraiment une chose qui doit être rappelée toujours. Et que les femmes qui représentent tellement, moi j'avais fait, dans la recommandation, j'avais fait justement un commentaire sur le rôle des soignantes, la place des soignantes, la façon dont elles sont maltraitées. Parce qu'on ne doit pas oublier que les soignants étaient dans la rue avant la prise, ils ont travaillé de façon héroïque et qu'ils ont été très mal récompensés. Et je pense que vraiment ces décisions ultra centralisées au niveau gouvernemental sont assez dommageables, surtout quand on fait appel en plus à des conseils et des cabinets étrangers, alors qu'on a assez de talent en France. Merci, merci beaucoup René. Alors, je crois avoir aperçu Ludovina, je crois. Est-ce que vous aviez demandé la parole? Non. Ah bon, d'accord. Bon, désolée. Donc, bon, alors, moi, si je peux me permettre une petite observation, je suis très néophyte en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil de l'Europe et la conférence des OING. Merci à Catherine de nous permettre d'y voir un petit peu plus clair, et Anne-Marie d'ailleurs. Mais je suis frappée par le grand écart qu'il y a entre la manière de penser la pandémie, la crise, pour nous, associations féministes, et d'une manière générale, à la fois les pouvoirs publics et même les organismes internationaux, même les OING qui ne sont pas spécifiquement féministes. C'est-à-dire que partout, on dit, et c'est une des recommandations pas seulement de la Convention d'Istanbul, mais de la conférence de Pékin également, d'avoir une analyse sexo-spécifique, enfin de réfléchir par exemple aux crises au prisme de ce qu'on appelle le genre. Bon. Et en fait, effectivement, ça n'arrive pas, ce sont des vœux pieux. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé l'exposé de Madame Chavanon concernant la question des femmes âgées et des maltraitances qu'elles peuvent subir en
en tant que femmes et personnes âgées également, des personnes en situation de handicap. Mais on sent bien que c'est un prisme qui reste, enfin c'est une façon d'analyser voilà, les situations qui restent quand même relativement, j'ai l'impression, hein, relativement marginales à nos associations féministes. Voilà, donc, et puis, par exemple, sur la question des infirmières ou des femmes soignantes d'une manière générale qui sont maltraitées à la fois dans leurs conditions de travail et puis leur rémunération, comme l'a rappelé Catherine, c'est quand même des revendications qui sont portées, y compris par le personnel hospitalier depuis plusieurs années, les manifestations, le mouvement hospitalier derrière les personnels soignants, il a été considérable, il est un peu moins maintenant, mais il est considérable. Enfin bon, donc on les entend, mais bon, les pouvoirs publics ne bougent toujours pas. Donc voilà, j'ai un peu du mal à comprendre ce qui pourrait être fait pour faire bouger les choses. C'est-à-dire que pour moi, l'analyse, c'est de dire que la manière dont les cerveaux sont construits, c'est une espèce de schizophrénie. C'est-à-dire il y a les personnes en situation de pouvoir qui vont à la fois avoir un discours d'égalité, mais qui après, dans leur pratique, le sont absolument pas, quoi. Donc, il y a une résistance, quoi, voilà, à cette volonté de mettre les femmes en participation autour des tables de décision, à égalité dans les responsabilités, à être correctement rémunérées, à être prises en considération dans tout le travail non rémunéré qu'elles font de manière bénévole et tout ça au bénéfice de la société. Ça reste voilà, quelque chose qui n'est pas effectif, quoi. Voilà, donc bon, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que le mouvement quand même des femmes, il est considérable. Et bon, alors les choses avancent, et effectivement, s'il y a cette grande conférence au niveau de la santé dans le deuxième semestre, eh bien, ça va être à nous aussi, lanceuses d'alerte, de porter ce discours et ces analyses, quoi. Voilà, mais bon. Merci beaucoup en tout cas à toutes pour tous ces apports. Alors, voilà, bon, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Monique, voilà, Monique et Anne-Marie. Alors, Monique Dantal et Anne-Marie Chavanon. Je vous laisse. Oui, bonjour, donc Monique Dantal, Réseau Féministe Rupture. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'organisation de cette réunion que j'ai trouvée particulièrement très intéressante, et l'intervention de Madame Chavanon nous a permis de comprendre davantage quelles étaient les propositions faites par les ONG du Conseil de l'Europe. Et à ce propos, je partage tout à fait l'observation de Marie-Paule. Je pense que dans nos associations qui travaillons notamment sur le rôle et la situation à l'égalité et au féminisme entre les femmes et les hommes au niveau de l'Europe, nous avons trop peu de connaissances réelles sur les différences entre ce qu'est le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Et je trouve que par rapport à ça, il faudrait peut-être qu'on organise au niveau de la clé une réunion de toutes les associations pour bien expliciter les structures et leurs différences, parce que ça nous permettrait de voir comment agir par rapport à chacune d'entre elles. Alors, le deuxième point que je voudrais dire, c'est que là, aujourd'hui, si on a cette réunion, c'est aussi dans l'esprit de pouvoir nous éclairer et faire des propositions par rapport au FGE, c'est-à-dire des propositions en tant que collectif féministe, donc FGE, dans le cadre du bilan et de l'évaluation de Pékin plus 25. Donc là-dessus, je poserai carrément la question, comment aujourd'hui, avec ce que nous avons entendu, traduire en termes de propositions
au FGE, donc aux structures évidemment qui sont censées commencer à coordonner les associations qui travaillent en préparation du FGE. Hein. Je pense bien entendu à Delphine O, bon, qui représente évidemment l'État, mais pas seulement, par rapport y compris à toutes les ONG françaises. Comment traduire tout ça en propositions? Il me semble qu'une des propositions fortes qu'on ressort de là, c'est qu'il faut qu'on appuie la tenue de cette conférence si, évidemment, si la présidente du Conseil de l'Europe n'a pas le sentiment que ce serait débordé par rapport à sa propre stratégie et à sa propre décision. Donc, moi, je pense qu'il faut que les réunions que nous organisons à l'heure actuelle, qui sont soit proposées par les différents groupes de travail ou d'ateliers du collectif féministe, donc Pékin plus 25, ou autres, hein, ça peut être d'autres types de réunions, qu'il faut quand même qu'à la fois on ait les éléments de l'état des lieux, et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui, mais que ça se traduise en force propositionnelle. Donc je voudrais maintenant que peut-être qu'on discute aussi un petit peu sur qu'est-ce qu'on pourrait reprendre comme proposition à partir de ce qui nous a été traduit. Sur la question justement de la situation par rapport au personnel hospitalier et notamment la situation des infirmières et des personnels soignants féminins, parce qu'il n'y a pas que les personnels hospitaliers. Pour moi, j'introduis y compris les femmes de salle dans tout ce que j'appelle le monde du personnel soignant, parce que faire le ménage dans une pièce où sont des malades, pour moi, c'est un tout et ça fait partie d'un ensemble de personnel qui contribue à l'amélioration de la santé. Donc, sur cette question-là, je me souviens qu'il y avait eu à une époque, en France, il y a bien maintenant une trentaine d'années, une coordination des infirmières. Je ne sais pas si certaines d'entre vous s'en rappellent, parce que cette coordination des infirmières avait à la fois dénoncé des pratiques effectivement qui étaient inconséquentes par rapport à une nécessité d'un service public de la santé, mais aussi parce qu'elles avaient eu des pratiques en tant que coordination des infirmières qui étaient hors des syndicats et des pratiques traditionnelles de lutte, et que ça avait beaucoup parlé à l'époque. Je me rappelle aussi quand on avait eu à l'époque, le mouvement féministe avait été beaucoup à l'initiative de contact avec la coordination des infirmières qu'on avait rencontrée et qui nous avait alerté sur les questions justement de santé, d'inégalité de l'approche de la santé entre les femmes et les hommes. On avait travaillé aussi avec des groupes de recherche qui étaient sur le travail des femmes, comme le réseau Marché du travail et genre, le réseau européen, et d'autres qui travaillaient sur le travail des femmes. Et il est sorti un certain nombre de numéros intéressants de la revue Travail et genre. Donc, je me demande si nous n'aurions pas aussi intérêt à l'occasion de cette situation un peu particulière, parce qu'à la fois, elle est particulière parce qu'on a une situation de pandémie. Donc là, on se pose la question de comment ça touche les femmes et comment on peut en sortir. Mais aussi, elle est particulière parce que d'une certaine manière, on ne part pas de rien et elle fait écho de choses qui ont été dites il y a assez longtemps. Est-ce que nous n'aurions pas intérêt à être à l'initiative de prise de contact avec le réseau Marché du travail et genre, à leur dire, voilà, par rapport à la situation que nous avons envie de comprendre, comment on pourrait y réfléchir ensemble, vous, chercheuses de votre côté, puisque c'est un réseau européen de chercheuses sur le travail et qu'il y a des chercheuses qui travaillent sur femmes et santé dans le travail, de manière à ce qu'on puisse effectivement avoir ces possibilités de richesse commune à mettre en œuvre. Donc, c'est aussi une proposition que je fais. Et enfin, je voudrais demander à Madame Chabanon s'il existe des relations concrètes entre les structures du Conseil de l'Europe, au niveau des ONG, hein, je parle bien entendu, avec celles donc d'autres secteurs de l'Union européenne ou au niveau mondial, rencontres plus formelles qui seraient soit des rencontres annuelles ou biannuelles ou même plus, qui permettraient un peu de confronter nos différentes prises de position et de s'alimenter mutuellement pour avoir des capacités à agir de manière beaucoup plus prépondérante et importante.
Voilà, merci beaucoup. Merci Monique. Alors voilà, Anne-Marie Chavanon, je vous en prie. Alors, merci, hein, vraiment. Je suis impressionnée par les propositions là, de Monique, c'est ça, hein? Oui, c'est très, très intéressant tout ce que vous proposez, y compris celle de rencontres d'ONG à ONG, que ce soit avec l'ONU, avec l'UNESCO, où nous travaillons, plusieurs d'entre nous, là, nous sommes dans les deux. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison, j'y avais pensé à un moment donné, je ne sais pas si cela a eu lieu, mais il faudrait des rencontres, et pas seulement du président, parce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'on invite le président, par exemple, de la conférence des EING ou la présidente de l'UNESCO à venir. Non, vous avez raison. Il faudrait un séminaire de travail, il faudrait quelque chose qui permette d'échanger. Oui, c'est tout à fait intéressant. Alors, tout à l'heure, c'est Marie-Paul qui disait que les femmes étaient absentes. Bon, au Conseil de l'Europe, nous n'avons pas ce sentiment, parce que, mais Sophie le dira mieux que moi, et René aussi. Même si René a dit qu'on n'était pas toujours entendu, malgré tout, il y a eu la Convention d'Istanbul, c'est quand même le Conseil de l'Europe. Malgré tout, on sait que la secrétaire générale est une secrétaire générale, la secrétaire générale adjointe pour l'instant est aussi une secrétaire générale adjointe. J'ai l'impression, moi, que les femmes, quand on regarde aussi les services, les personnes les plus, comment dire, comme souvent, hein, peut-être même téméraires, mais en tout cas celles qui sont les plus volontaires au Conseil de l'Europe sont souvent des femmes. Il y a beaucoup de femmes, hein, au Conseil de l'Europe. Je ne suis pas certaine que le problème des femmes soit… Ce que je voudrais vous dire, j'ai bien… J'admire et je trouve ça très très bien, effectivement, et je pense que vous êtes toutes d'accord sur le sujet, le fait qu'il faut que vous ayez des propositions concrètes, et c'est ainsi que j'ai compris mon intervention. Je voudrais vous signaler, avant que nous nous quittions, la présence au Conseil de l'Europe d'une ONG qui s'appelle Renate, ne me demandez pas, je ne sais pas exactement, et qui est représentée au ONG par quelqu'un qui s'appelle Marie-Hélène Aligon, et H-A-2-L-I-G-O-N. Et cette ONG a pour l'un de ses premiers combats, elle est au niveau mondial, c'est une ONG, je crois, assez importante, la traite des êtres humains. Et elle me disait, j'avais eu un échange avec elle la semaine dernière, elle me disait que le Covid a aggravé de manière spectaculaire la traite en particulier des femmes. Les femmes ont été vraiment à la fois, que ce soit l'esclavage, que ce soit au moment des migrations, enfin, et l'esclavage partout, hein, et que le confinement n'a naturellement pas aidé du tout en cela. Et donc, c'est quelqu'un, si je peux me permettre de qui il faudrait vous rapprocher, peut-être l'associer à ce que vous faites, en tout cas, vous rapprocher d'elle, parce que ça me paraît un sujet important pour vous, y compris pour Pékin plus 25 peut-être. Voilà, merci. Oui, merci pour ces suggestions de travail en collaboration. Voilà, ça nous fait, enfin en tout cas, chaud au cœur de voir que le Conseil de l'Europe et enfin la conférence des OING c'est effectivement d'abord féminisé, et puis aussi emparer des sujets des droits humains, et en particulier des droits des femmes, là, plus particulièrement. Et c'est bien aussi que nous arrivions à échanger. Merci encore à Catherine d'ailleurs qui autorise tout ça. Donc je retiens aussi la proposition de Monique d'Antal d'améliorer notre niveau d'expertise et de connaissance concernant les structures à la fois du Parlement européen et du Conseil de l'Europe, de manière à ce que, effectivement, en connaissant mieux ces structures, on puisse mieux collaborer, envisager des travaux de manière synchronisée. Voilà, peut-être un petit mot de conclusion, je ne sais pas, Catherine ou Anne-Marie, si vous voulez. D'accord, Catherine, je crois. Je te laisse la parole. Non, s'il y a un mot conclusif de Anne-Marie, et moi je voudrais juste répondre D'accord. au débat.
Non, écoutez, moi, ma conclusion serait seulement de vous remercier et de vous féliciter pour le travail que vous menez. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, moi, je voudrais rebondir sur des propositions et recommandations très concrètes qui ont été faites par nos consoeurs. Alors, la première, c'est qu'on a besoin d'un texte, en effet, qui reprenne ce que nous savons de par nos mobilisations des infirmières sur le terrain, vous l'avez dit. Il y a eu un grand mouvement en France, même plus récent, Bas les masques, qui continue d'ailleurs d'animer et auquel nous avons participé. Des mobilisations au niveau international, des recherches comme l'a signalé Monique Dantal. Il y a tout un dispositif de recherche, même savante, sur ces sujets et en sciences sociales. Nous avons besoin de nous appuyer sur ces éléments déjà connus pour faire des propositions circonstanciées. Et la FEM s'engage à présenter un texte de recommandation à la conférence des ONG. J'espère pouvoir travailler avec Anne-Marie Chavanon pour prolonger justement le texte original et compléter, et aussi avec Anne Nègre que nous avons également auditionné. Et je tiens, comme nous le faisons toujours, à ce que ce texte soit porté par l'ensemble des grandes organisations européennes ici présentes, le CECIF, l'AFDU, l'AIF, que l'on soit ensemble à porter cette initiative qui puisse faire un appel fort à l'intégration de l'égalité entre femmes et hommes comme réponse au cœur du traitement de la pandémie et de la préparation de l'avenir. Et une exigence de respect des traités internationaux, en premier lieu des traités évidemment de l'Organisation des Nations Unies, la Charte des Nations Unies qui garantit l'égalité entre hommes et femmes, la conférence de Pékin, les grandes conventions comme la convention CEDAW, la convention d'Istanbul qui est le traité le plus récent et le plus pionnier à vocation universelle et qui garantit la lutte contre toutes les violences contre les femmes et la violence domestique, la Charte sociale européenne. Ça, c'est les textes qui sont aujourd'hui notre bouée de sauvetage, si je puis dire. C'est à ces textes que nous faisons constamment référence. Et donc, ce texte, nous le présenterons, j'espère, à la prochaine session plénière de la conférence. Si les associations nationales veulent y contribuer, nous sommes extrêmement, comment dirais-je, ouvertes à cette synergie au sein de notre collectif. C'est la raison d'être de notre collectif. Et par ailleurs, un deuxième champ de mobilisation, c'est le champ des mobilisations judiciaires. Vous le voyez déjà, des mobilisations judiciaires ont été commencées au niveau national pour mettre en cause la responsabilité des gouvernants dans la gestion de cette pandémie. Les grandes ONG sont aussi en mesure de présenter des réclamations collectives auprès du Conseil de l'Europe. Et nous ne manquerons pas de le faire, croyez-moi. On l'a fait pour condamner l'Italie sur l'interdiction, plutôt sur l'entrave à l'avortement dans les hôpitaux publics et pour entrave au droit à la santé. Nous l'avons fait contre 14 États pour le droit à l'égalité salariale qui n'est pas garanti, et nous avons obtenu gain de cause. Donc, il y a aussi la voie des mobilisations judiciaires et les associations nationales qui ont les données, qui ont la connaissance du terrain, peuvent présenter ces dossiers par le biais des ONG au Conseil de l'Europe auprès du Comité des droits sociaux. Donc, tenez toujours à l'esprit qu'il y a cette possibilité d'action judiciaire. Et comme l'a dit René Gérard, le local est primordial
parce que c'est sur le plan local où nous avons cette connaissance des réalités, nous pouvons porter à la connaissance des institutions ce vécu et ces exigences. Et vice-versa, nous pouvons nous emparer des normes pour les mettre en application. Car en dernier ressort, l'application de cet acquis ne dépend que de la capacité des associations que vous êtes, que nous sommes, et des femmes elles-mêmes à s'emparer des normes et en exiger le respect et l'application effective. Donc sur ce, j'espère du moins que la FEM puisse ainsi remplir son rôle de transfusion entre les deux mondes, n'est-ce pas, international et local. Et je vous remercie beaucoup d'avoir rendu cette rencontre possible. Merci beaucoup. Ben merci, je vous remercie infiniment pour la qualité de ces échanges. Et puis, eh bien, je nous souhaite de bons travaux, une collaboration toujours en faveur des droits humains et des droits des femmes, évidemment, en particulier. Donc, si je n'empêche personne de s'exprimer, je fais le tour des écrans. Eh bien, on va se quitter pour cet après-midi. On se dit à bientôt et bon week-end. Merci encore Anne-Marie d'avoir consacré ce temps et cette énergie, voilà, pour nous expliquer tout ce travail que vous faites. Merci, au revoir.